m'appelle Vasti Nelson, je suis animatrice d'événements et je suis une conseillère en acquisition de talent pour les universitaires. Je vais vous expliquer ma première expérience par rapport au racisme qui m'a affectée toute ma vie, je pense. Et j'ai découvert ça dernièrement. Donc, je vous explique tout ça. Alors, c'était au bord de la plage à Cuba. J'étais la seule noire. Et là, je commençais à nager. Je regarde autour de moi et je me dis, mais je suis la seule noire. Et là, pour la première fois, je n'avais pas d'anxiété. Pour la première fois, je ne sentais pas que mon cœur se refermait sur lui-même. Pour la première fois, j'étais bien. Et là, le souvenir m'est revenu tout d'un coup, un souvenir que j'ai voulu tant effacer. Donc, j'avais complètement oublié ce souvenir jusqu'à ce moment. Et ça revient à la première fois que j'ai vécu le racisme. C'était dans un voyage avec des étudiants à mon école secondaire. Donc, j'ai été au Costa Rica. Et évidemment, j'étais la seule noire dans ce voyage. C'était difficile parce que je ne m'attendais pas à ça nécessairement, d'avoir des remarques comme ça de mes pairs. Et je me rappelle un commentaire, plusieurs commentaires en fait. Quand j'étais dans l'autobus, il commençait à faire noir. Et un des élèves a dit « Ah, mais Vasti, on ne te voit pas. Il commence à faire noir, t'es où? On ne te voit plus. » Et tout le monde a commencé à rire dans cet autobus. Et soudainement, j'ai commencé à sentir une oppression. On a été dans la forêt et il y avait des singes. Et là, ils sont comme « Oh, mais on voit des singes, ça ressemble aux membres de ta famille. » Et tout le monde a commencé à rire encore une fois. Et j'étais en minorité. J'ai aussi vécu ce racisme-là à plusieurs niveaux, donc que ce soit avec les élèves, mais avec les gens qui étaient là-bas. Donc, j'avais une chambre d'hôtel et dans cette chambre, il y avait une télécommande qui s'est égarée et la femme de ménage a essayé de chercher la télécommande partout, elle ne trouvait pas. Donc, ils m'ont appelé à la fin pour venir le chercher. Donc, j'ai trouvé la télécommande, je l'avais mis à côté du lit, mais eux, ils ne l'avaient pas trouvée. Donc, je leur ai redonné. Ils m'ont dit non, tu l'as volée dans une autre chambre. Et j'ai dit, mais non, je ne l'ai pas volée, voici, je l'ai trouvée ici. Et ils ont refusé de me croire et m'ont demandé de dédommager l'hôtel pour 20 $ américains, chose que je n'avais plus. Donc, mes professeurs ont payé pour moi avec un regard Vasti, comme si c'est encore ma faute. Donc, à partir de ce moment, je pense que ça m'a traumatisée pour tout le reste de ma vie, que lorsque je me retrouve dans une place, que je suis en minorité, il y a l'anxiété qui apparaît. Je ne l'ai pas vraiment vu au cégep ou bien où est-ce que j'habitais, dans la location que j'étais. J'habitais à Montréal-Nord, donc je ne l'avais pas ressenti dans mon enfance vraiment. Mais arrivé dans le monde du travail, j'arrive dans un emploi où est-ce que je suis la seule noire dans les réunions et j'ai commencé à sentir cette anxiété. À chaque fois, c'était des réunions, c'était la panique. J'ai pas hâte d'être dans cette réunion parce que je sais que je vais être la seule noire. Et là, tous les regards vont être sur moi. Tu as des beaux cheveux, tu as changé tes cheveux, qu'est-ce que tu as fait? Et encore, même si c'est positif, mais le regard était encore sur moi. Donc, mon anxiété ne faisait que grossir à chaque fois. Et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus jusqu'à le 22 novembre 2022 que j'ai vécu ce réveil. Je retire de ça qu'on a des traumas, des fois, de toujours essayer de chercher la cause. Des fois, tu te sens d'une certaine manière, tu as des sentiments qui sont là et qu'il y a tellement de refoulement. Tu n'arrives pas à comprendre ça vient de où, mais c'est vraiment d'aller chercher ça vient de où. Et ces étudiants, qui ont fait ça à mon égard, je ne les déteste pas, au contraire, j'ai que de l'amour pour eux. Puis, tu sais, il y a des choses que tu fais que tu ne te rends pas compte à quel point que tu blesses quelqu'un, puis que ça va avoir un impact sur la vie d'une personne jusqu'à la fin de ses jours peut-être. Donc, c'est de faire attention à ces dires aussi, parce que tu ne sais pas qui tu vas faire mal à un point que cette personne-là est bloquée dans certaines sphères de leur vie. Donc, c'est ça. Mot de la fin, écoutez, j'ai tellement de choses à dire, mais
plus précisément, garder la tête droite. C'est pas facile être noir en 2023. On voit tellement de choses qui nous affectent personnellement. On voit des choses qui se passent à des gens qui nous ressemblent et je sais pas pourquoi, mais moi, quand je vois qu'on fait de l'oppression à des hommes parce qu'ils conduisent des belles voitures ou bien qu'ils sont des Noirs, donc les policiers vont les traiter plus difficilement, bien moi, ça vient me chercher directement parce que je sens que je suis reliée d'une manière ou d'une autre. J'ai un père, j'ai un frère, donc d'une manière ou d'une autre, je me sens touchée par ça. Donc, je veux juste vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Si vous vivez ce genre de moments-là, parlez-en parce que des fois, on pense qu'on les vit tout seul, donc on garde tout ça à l'intérieur de nous, mais partagez-les. Et c'est important pour qu'on puisse guérir. Tu sais, il y a des blessures qu'on a qui restent, mais si on veut guérir, c'est de partager puis de chercher l'aide nécessaire pour ça. Donc, aujourd'hui, moi, je suis libérée de cela parce que j'ai cherché de l'aide à partir du moment que j'ai su pourquoi je ressentais ce sentiment. Donc, continuez d'espérer. Et je crois qu'un jour, on va avoir une société qui ne verra plus de différence entre la couleur. Et je crois qu'on va avoir aussi une jeunesse qui va se lever, qui vont embrasser leur culture, une culture qu'on a voulu nous enlever, une culture que nos parents ne voulaient plus nous donner nécessairement, ne plus parler le créole à la maison, ne plus écouter des émissions reliées à Haïti ou quoi que ce soit. Ils voulaient vraiment nous arracher de cette culture, mais je crois que tranquillement, pas vite, on va commencer à faire la paix à cette culture qu'on a voulu nous enlever. Donc, on va de l'avant et on avance avec Christ. Bonjour, mon nom c'est Amanda et je suis conseillère en emploi dans un organisme communautaire jeunesse. Une histoire avec le racisme. Je n'ai pas d'histoire directe avec le racisme. Par contre, j'ai eu conscience de la différence quand ma famille et moi, on a déménagé sur la Rive-Sud. Donc, on était les premiers Noirs du quartier. Donc, ça change de Saint-Léonard où est-ce qu'on était multiculturel, il y avait plusieurs enfants. Donc, le plus loin que je me souvienne, le plus près, en fait, si je peux dire ça comme ça, c'est quand je suis arrivée au cégep et que la conseillère en orientation, elle disait à mes amis et moi, donc d'autres jeunes filles noires, qu'on n'était pas faites pour aller à l'université, qu'on pouvait regarder les DEP ou aller voir pour des formations professionnelles, mais tout ce qu'elle nous disait, c'était pas pour nous aider à aller à l'université. Comment je me suis sentie face à cette situation-là? En fait, je me rappelle toujours, je me suis retournée vers mon amie et j'ai dit « J'aime pas cette madame-là », alors que la madame était devant moi. Mais je me suis dit « C'est pas la bonne personne, c'est correct que tu me dis ça, ça va juste amener un feu en moi pour te prouver que je peux aller à l'université. » Donc, ça m'a motivée encore plus à aller à l'université. Donc, ce feu m'a poussée à poursuivre mes études, mais je pense aussi que ça m'a aidée déjà à utiliser cette situation-là pour m'aider justement, même dans l'emploi que j'ai aujourd'hui, de vraiment motiver les jeunes, en fait, quand on leur dit « non, tu ne peux pas faire ça », je vais toujours rechercher, regarder avec eux pourquoi tu ne peux pas faire ça. Si tu veux le faire, on va juste trouver le chemin pour t'amener à cet endroit-là. Je trouve ça important. Je suis allée à l'université. Je suis une éternelle étudiante, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai fait un bac, un certificat, un autre certificat. Donc, cette madame-là, elle ne le sait pas, mais son commentaire m'a poussée, en fait, à faire plus et à aller, en fait, le plus loin que je pouvais aller. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir au Québec? Je pense que ça veut dire, pour certaines personnes, des limitations, mais ce que ça veut dire, je pense, pour nous, c'est d'être capable de, je ne sais pas comment bien l'exprimer, mais de vraiment aller au contraire de ce qui est dit, de pousser, en fait, les limites, puis de vraiment se créer un chemin dans la société. Qu'est-ce qui a changé depuis la mort de George Floyd? Beaucoup de choses. Je pense que ça a été un wake-up call pour les gens que
Mais oui, le racisme, ça existe encore aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui se disent pas. Il y a plus de conversations aussi. Ça, je trouve ça important d'avoir ces conversations-là de qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, est-ce que ça, c'est un comportement acceptable ou pas. Ce qu'on a entendu beaucoup aussi un peu de la part des églises quand George Floyd est arrivé, c'est que beaucoup d'églises ne voulaient pas se prononcer. Où ils disaient « Ah, mais il n'y a pas de couleur, Dieu nous a fait comme ça ». Mais c'est faux de dire qu'il n'y a pas de couleur parce que Dieu nous a créés comme ça. Dieu m'a créé avec cette peau-là et les différents enfants avec différentes peaux. Et Dieu parle de l'injustice dans la Bible, de l'inégalité sociale, de comment c'est important en fait de se tenir pour les gens qui sont différents de nous, mais aussi de se tenir pour les gens qui font face à des injustices sociales, que ce soit la couleur de peau, la pauvreté, les veufs, name it. La personne qui est dans une situation de vulnérabilité a besoin de quelqu'un qui va se tenir pour elle en fait. Donc, mon mot de la fin, comme je dirais à mes jeunes, de croire en vous et de savoir que Dieu nous a choisis pour une époque comme celle-ci. Donc, de ne pas laisser les paroles des gens, exemple ma conseillère en orientation du cégep que je ne vais pas nommer, mais de garder en fait le chemin, de savoir que si Dieu a tracé cette route-là pour nous, il va nous amener à bon port. Merci! Je m'appelle Vladimir Dujour. Je suis bachelier en actuariat, donc je travaille dans le domaine de l'actuariat. Je suis également tuteur, niveau primaire, secondaire, toutes les matières. Musicien en tant que passe-temps. Et c'est ça, voilà. En fait, les micro-agressions, c'est dans tout au travers de mon parcours, c'était un peu partout. Par exemple, on était un groupe d'amis, on joue au basket dans un parc. La police qui voit, oh, il y a un groupe de Noirs, ben, ils font le tour une couple de fois pour voir qu'est-ce qui se passe. On finit de jouer, on rentre à la maison tous ensemble parce qu'on était ensemble. Ben, justement, encore ça, des trucs de même. Tu rentres dans un dépanneur, on te regarde avec des yeux, on te suit un peu. Des commentaires du genre, justement, un groupe d'amis, on va au chalet. Et là, on se retrouve à demander des indications. Puis là, on nous demande, « Ah, mais vous venez d'où? » On vient de Montréal, mais vous venez d'où? Là, c'est comme, un peu plus poussé pour essayer de voir, ben, OK, mais quel pays? Mais c'est ce genre de trucs, à répétition. Puis à force de le vivre, tu le sens, mais tu apprends à vivre avec. Puis c'est ça que, je veux dire, ça ne devrait pas être une normalité, mais on normalise ça parce que c'est comme rendu un peu notre quotidien. Ça peut être des commentaires sur l'accent. « Ah, mais toi, tu as un accent, mais toi, tu n'as pas d'accent. » C'est le genre de choses que, ça se répète quand même assez souvent. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, en fait, dans mon milieu de travail, puis ça, c'est même avant que je commence à travailler dans mon milieu, à l'université, il y avait beaucoup je trouvais qu'on était très ségrégués. Il y avait beaucoup de ségrégation dans les milieux, dans le milieu de l'école. Donc, les Caucasiens sont ensemble, les Africains, Haïtiens, Maghrébins, ils se tiennent ensemble également. Et ça s'est reflété aussi sur le marché du travail parce que dans le processus de recrutement, bien justement, on voyait que les employeurs, pour la plupart, surtout dans le temps que j'ai commencé, c'était un milieu très caucasien. Et lorsque moi, j'ai commencé à travailler dans le domaine, en première année, je pense qu'on était 2 Noirs seulement sur mon étage. Et ce qui était un peu inconfortable, c'est pas nécessairement leur comportement, mais c'était plus le fait que je me sentais pas à l'aise. Je me sentais un peu comme surtout dans les dîners d'équipe, dîners en général,
les rencontres et tout ça, je me sentais un peu comme le porte-parole des Noirs parce que, tu sais, les lignes de questions, les lignes de questionnement, c'était un petit peu comme « Ah, mais vous, comment on fait ça? » Puis on n'est pas tous pareils. Et c'est comme, tu sais, la façon qu'ils nous perçoivent selon ce que j'ai vécu, c'est que ah, ben, moi, je peux être le porte-parole parce que je suis le noir de l'équipe, et comment ça fonctionne. Tu sais, c'est comme un how to read black people, kind of. C'est ça. C'était quand même assez inconfortable et ça m'a pris un certain temps avant de m'ajuster à ça et d'un peu, c'est ça, de m'ajuster, puis de fil en aiguille, ben bon, il y a eu plus d'immigrants, puis plus de diversité dans le milieu, fait que ça s'est un peu corrigé avec le temps, mais bon, c'était quelque chose. En fait, la leçon que j'en ai tirée, c'était celle-ci, c'est que j'ai utilisé ça pour... Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à m'impliquer dans le processus de recrutement et tout ce qui était cocktail de recrutement. Et je travaillais en partenariat avec les services RH pour justement avoir au moins une certaine voix dans la prise de décision par rapport aux embauches. Donc, j'ai pu participer, proposer des candidats qui étaient de la diversité. Et ce qui me faisait du bien, c'est de voir que lorsque je référais quelqu'un puis de le voir rentrer ensuite, bien là, je trouvais que le travail que Dieu m'avait placé pour faire dans ce milieu-là, bien, ça s'est fait parce que j'ai commencé à avoir plus de gens qui me ressemblaient, qui ressemblaient à tous les gens qui sont de la diversité. Et ça m'a permis La leçon que j'en ai retirée, c'est que lorsque la vie te donne des cartes, bien, tu joues avec. Dans le sens que, voici, à la place de se lamenter sur la situation dans laquelle on était par rapport à ça, bien, qu'est-ce que tu as fait pour changer ça? Et voilà, c'est vraiment un travail de travailler à travers ces difficultés-là, à travers ces embûches-là, puis surmonter ces montagnes-là par rapport à la situation qui se présente devant nous en appliquant ce qu'on peut faire pour changer la situation. Voilà. Par rapport à ça, cette question-là est intéressante parce que j'ai pas une perspective qui est traditionnelle par rapport à ça. C'est que j'ai conscience que je suis noir, mais mes parents m'ont inculqué le travail pour atteindre un certain but, peu importe ce qui est devant toi. Et être noir, c'est vrai que ça implique d'avoir à travailler probablement plus pour les mêmes résultats. Mais si tu as un but dans la vie, peu importe ce que c'est, bien, premièrement, Dieu est en contrôle et s'il a un appel pour toi, pour ta vie, il n'y a rien qui va se placer devant toi par rapport à ça. Donc, ce que je vois par rapport à ça, c'est que no matter what, peu importe ce qui arrive, mais je sais que j'ai un chemin que je vais atteindre et que Dieu va le faire avec moi, que je sois noir. Ben ça vient dans le même sens. C'est que Dieu a un appel et il y a un chemin pour chacun d'entre nous. Et peu importe les embûches, peu importe ce qui se place devant nous, Dieu est en contrôle et on va y arriver. Il faut tout simplement travailler. Parfois, il faut travailler d'arrache-pied pour l'atteindre. Ça peut être, peu importe la difficulté qui se présente devant nous, que ce soit des difficultés d'apprentissage, difficultés par rapport à notre milieu, que ce soit la pauvreté, que ce soit le racisme qu'on vit, que ce soit la discrimination. Mais quand Dieu dit que ben, voici le chemin que j'aurai pour vous, ben, peu importe ce qui va arriver, on va l'atteindre, notre but.
Voilà. Donc, mon nom, c'est Annette Jean-Jacques. Je suis enseignante au secondaire en adaptation scolaire. Donc, j'enseigne à des jeunes en difficulté, j'enseigne les mathématiques. Et aussi, j'enseigne en francisation pour l'immigration aux nouveaux arrivants. J'enseigne le français à temps partiel. Je suis aussi coach parental pour les parents immigrants. J'accompagne les parents immigrants qui vivent des difficultés avec leurs enfants. Ça peut être au niveau de l'école parce que, bon, l'enfant a eu un mauvais commentaire dans son bulletin, puis le parent ne comprend pas. Il y a eu une injustice au niveau de l'école ou peu importe, au niveau de la DPJ, peu importe l'accompagnement, dès qu'un parent fait appel à moi. Donc, c'est ça, je suis disponible pour l'accompagner. Aussi, je co-anime une émission qui est axée uniquement sur l'éducation à la radio de mon église, à la radio de l'Église évangélique Philadelphie. C'est l'éducation, parlons-en, que je vous invite à écouter tous les samedis à 13h30 et en rediffusion tous les mercredis à 18h. Mon histoire avec le racisme, wow! Moi, j'en ai vécu quand même, j'ai quand même plusieurs histoires, mais étant donné que je suis enseignante, je vais plutôt parler de ce que je vois ou que j'ai vu des jeunes vivre, parce que c'est sûr qu'à chaque fois que je vois un jeune vivre le racisme, c'est sûr que ça vient me chercher, non seulement en tant que maman, parce que j'ai un garçon et une fille, mais c'est surtout comme maman d'un jeune homme, je trouve, ici au Québec, parce que je dois préparer, j'ai dû préparer mon fils dans ce monde, dans ce cadre dans lequel il doit évoluer. J'ai dû le préparer, j'ai dû avoir ce discours, tenir ce discours, avoir cette conversation avec mon fils pour lui dire, regarde, fais attention à toi, si tu te fais arrêter par la police, voilà comment il faut réagir. Comme je le dis souvent, je n'ai pas vu l'adolescence de mon fils passer, ça a toujours été un jeune modèle. Par contre, lorsqu'il a commencé à conduire, lorsqu'il a eu son permis de conduire, il fallait le préparer à affronter le vrai monde. Parce que ici, oui, c'est le vrai monde dans lequel il va vivre le racisme, dans lequel il va vivre des injustices ou que sa vie peut être en danger aussi s'il se fait arrêter par la police. Donc, ça a été ça. Et aussi, lorsque je vois mes jeunes vivre des injustices, ça vient toujours me chercher. Donc, j'essaie toujours de les aider lorsque je peux le faire. Dans la plupart des cas, je les aide. Ou sinon, si moi, personnellement, je ne peux pas le faire, je vais appeler le parent, je vais mettre le parent en garde, je vais lui dire de faire attention. Parce qu'on le vit au quotidien, on le voit au quotidien, des comportements quand même racistes. Moi, j'ai déjà eu, je me tenais dans un local d'enseignants, j'étais avec un autre enseignant haïtien, noir, et il y a un élève qui est arrivé, un autre élève haïtien, et puis il y a une enseignante, une blanche, qui nous a dit « Oh, wow, qu'il fait noir ici ». Et la réaction de mon collègue haïtien, ça a été « Oh, mais alors viens mettre de la lumière pour nous. » C'est parce que lui, c'est sûr que bon, il ne veut pas montrer que ça le dérange. Mais moi, j'ai été voir cette collègue pour lui dire « Non, je n'accepte pas ton commentaire est déplacé. » Et de me répondre « Mais non, Annette, voyons, tu sais, moi, j'ai des amis haïtiens. » J'ai dit « Oui, je le connais, ce discours-là, mais ton comportement m'a dérangé, ce que tu as dit, et en plus, tu l'as dit devant un jeune. » Donc, c'est inacceptable. J'entends souvent des commentaires comme une gang de Noirs qui est là, une gang de Noirs qui fait du bruit. Donc, c'est toujours, mais pourquoi une gang de Noirs? Pourquoi pas une gang de jeunes? Ce sont des jeunes, tout simplement. Ce que ça me permet de faire, ça me permet d'être là, lorsque je vois un jeune de ma communauté qui ne prend pas ses études au sérieux, ça me permet d'aller le voir pour lui dire, tu sais quoi? Tu es un jeune dans ce pays, tu as la peau noire, tu n'as pas le choix de faire mieux que les autres. Tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps.
tu n'as pas le choix d'en faire plus. Moi, avec ma profession, je suis enseignante, j'ai quand même une belle profession. Je peux dire que je suis quand même bien placée, mais je vis quand même le racisme. Je ne dirais pas au quotidien, mais je vis le racisme. Imagine-toi, si tu ne fais rien de ta vie, si tu ne t'arranges pas pour avoir une profession quelconque, peu importe la profession, tu vas encore être victime du racisme et tu seras le seul responsable. Donc, c'est sûr que oui, j'ai ce discours-là avec mes jeunes aussi, parce que je travaille avec des jeunes de 15, 16, 17 ans. Lorsque je vois le pantalon baissé, je vais leur dire, fais attention, monte ton pantalon. Parce que les policiers, ils vont te voir dans la rue. Moi, je le sais que tu es un bon jeune. Je le sais que tu es un jeune modèle dans ma classe. Mais eux, ils ne le savent pas. Ils te voient avec le pantalon baissé, les tresses, puis tout ça, la casquette. Tout ce qu'ils voient, c'est un danger. Tu es noir, tu es un homme, le pantalon baissé, tu représentes un danger. Donc, un danger à abattre. C'est pas facile, je trouve, devoir tenir ces genres de discours-là, mais on n'a pas le choix parce que nos jeunes, on veut les protéger. Être noir au Québec, j'évite quand même, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit toujours, qu'on veuille toujours se victimiser. Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire, you know what, je vis au Québec, je suis là pour rester. La plupart d'entre vous, vous êtes nés ici au Québec. Moi, non, mais quand même, ça fait des années que je donne des coups de pelle dans ce pays. Ça fait des années que je m'habille chaudement, que je vis, que je paye des taxes. Le Québec, c'est ma terre d'accueil. Je me dis que je participe à la vie du Québec. Je suis enseignante, donc je participe à l'évolution, je participe à la vie de tous les jours du Québec. Donc, je prends ma place. Je pense qu'il faut arrêter de se dire, mais pauvre moi, je suis noire. Non, il faut prendre sa place. Et je suis tellement contente de voir les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de la communauté le faire, prendre leur place. C'est ce qu'il faut faire. Il faut montrer qu'on est capable. Il faut montrer que nous aussi, on a quelque chose à donner au Québec. Ça fait des années que nos parents donnent au Québec. Donc, je peux donner, j'ai quelque chose à donner. Il ne faut pas rester dans son coin et puis se dire, bon, je suis noire et puis bon, je suis victime du racisme. Non. On continue, on prend sa place. Si ça dérange les gens, bien, que ça les dérange. Parce que je pense que Dieu ne nous a pas appelés à être des victimes. Au contraire, il nous appelle à être les premiers, jamais les derniers, à être la tête, jamais la queue. Donc, peu importe le métier que tu exerces, que tu sois plombier, que tu sois le concierge ou peu importe, tu es le meilleur, tu es le premier. C'est sûr que, bon, il y a des jeunes qui vont dire, mais pourquoi moi je dois faire plus? Et alors, pourquoi ne pas exceller? C'est ce que Dieu me demande. Dieu me demande d'exceller, donc je vais exceller dans peu importe ce que je fais. Je pense qu'il faut changer de mentalité et se dire, oui, je suis capable, oui, je peux y arriver que n'importe qui. Oui, il va y avoir des barrières, mais les barrières sont faites pour être brisées. Oui, il va y avoir des montagnes devant moi, mais la montagne de Jéricho, moi, je vais, peu importe ce qui se tient devant moi, je suis capable de franchir et je suis capable de réussir. Ça dérange les autres, c'est pas grave. C'est pas important pour moi. L'essentiel, c'est que moi, je réussisse, tout simplement. Le mot de la fin, ce que j'ai le goût de dire, c'est sûr que moi, je vais toujours avoir tendance à m'adresser à des jeunes ou aux parents, c'est de savoir que c'est vrai que je voulais parler d'une histoire que j'avais vécue à une école où je travaillais et que, bon, en tout cas, c'est une longue histoire. C'est de comprendre aussi que nous sommes des enfants de Dieu et si je suis à un endroit et que je me rends compte que peu importe ce que je fais, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que Dieu est en train de me dire, tu sais quoi, je t'avais mis là pour une saison, maintenant la saison est finie, maintenant il faut passer à autre chose. C'est de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard dans ma vie. Donc tout ce qui se passe, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est de savoir pourquoi Dieu l'a permis et puis je continue ma route. Donc c'est vraiment de faire confiance à Dieu.
peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on peut vivre, c'est vraiment d'aller chercher un mot, une parole de son Dieu pour savoir pourquoi est-ce que telle chose se produit. Est-ce que tu veux que je me batte ou est-ce que tu veux que je poursuive ma route, que je change tout simplement d'endroit parce que j'étais ici pour une saison, maintenant je dois être ailleurs. Pour moi, ça serait ça le mot de la fin, c'est de faire confiance à Dieu, peu importe ce qu'on vit, peu importe l'endroit où ce qu'on est, peu importe la situation, c'est vraiment de faire appel à son Dieu puis de lui faire confiance en toutes choses. Je suis Michael Bertil, je suis un jeune pasteur à temps plein. Je suis écrivain, poète, musicien, puis je suis bachelier en théologie. En fait, j'ai grandi en Haïti, puis mon histoire avec le racisme, ça commence de là, parce que justement, souvent on parle de racisme entre noir et blanc, mais il y a aussi le colorisme en des gens qui ont un teint beaucoup plus foncé que d'autres. C'est peut-être un héritage de l'esclavage. Puis des gens de mon école secondaire, quand j'étais à l'école secondaire, justement à l'époque, se différenciaient un peu par leur teint, par, je sais pas, leur origine. Je ne vais pas dire ethnique, mais souvent, la plupart des fois où on trouve des gens qui ont un teint moins foncé, c'est parce que peut-être que dans leur famille, ils ont eu des gens d'autres races, mettons. Fait que j'ai grandi avec ça pendant très longtemps, puis je suis venu au Québec en 2011 après le tremblement de terre. Ça, c'est une autre histoire, mais j'ai vécu le séisme à mon université. J'ai passé 7 heures sur les décombres, puis Dieu m'en a délivré. Mais en venant ici, la première fois que j'ai vécu vraiment le racisme, c'était en 2012, je pense. Puis c'était dans une pharmacie. Et j'ai beaucoup vraiment mûri par rapport à cette expérience parce que je me suis fait vraiment traiter de voleur par le gérant qui était là. Puis il m'a suivi, il m'a dit « Oui, je sais ce que tu viens faire et tout ». J'étais suivi pendant longtemps, puis j'étais estomaqué. Puis j'ai vraiment voulu me défendre. Je suis même allé porter plainte à la police. Puis lui, il le faisait vraiment devant tout le monde. Ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est comment ça a terminé parce que j'étais en colère, j'étais chrétien justement. Mais sur le coup, j'aurais voulu oublier que je suis chrétien. Puis j'ai voulu vraiment me venger. J'ai voulu prendre les médias, faire tout ce qu'on pouvait faire pour se faire justice. Comme j'ai dit, j'ai même été voir le commissariat le plus proche. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Il n'y a pas eu de plainte ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'agression physique ou quoi que ce soit. C'est peut-être d'éviter d'y aller. Puis justement, c'était une pharmacie qui se trouvait près de chez nous. J'achetais les médocs de ma mère là-bas tout le temps. Puis je me suis dit, OK, tu sais quoi, j'ai réglé l'affaire. Puis j'ai commencé à écrire le board de la pharmacie parce qu'il y en a beaucoup d'annexes, je ne vais pas citer le nom. Puis justement, j'ai tellement insisté pour les appeler. Puis j'ai dit, voici ce que je vais faire, voici de A à Z tout ce que je vais faire. Et voici qui je suis. Puis à ce moment-là, je voulais vraiment, j'étais en colère que je me suis exprimé une fois sur Facebook, mais je n'ai pas dit vraiment les détails. Et c'est là que Dieu va utiliser une amie à moi pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe en privé? Elle me parle, puis elle me dit, OK, tu sais quoi, tu es chrétien, je te connais depuis longtemps, c'est pas comme ça que tu dois agir. Et c'est là que j'ai compris que souvent dans le racisme, quand on est victime, sur le coup, on veut se venger. Et c'est ce qu'on voit un peu partout aux États-Unis, en France ou ici au Québec, que on a envie de se faire justice. Mais j'ai compris que ce n'était pas la bonne voie. Oui, c'est le board, le président responsable a dû m'appeler pour s'excuser lui-même. Puis il a demandé à son gérant de s'excuser. Quand il m'a appelé, j'ai dit, OK, tu l'as fait publiquement, je ne vais pas l'accepter au téléphone, on va se parler. Puis on s'est parlé et puis on a échangé tout ça. Mais les stéréotypes qu'on trouve souvent d'habitude, oh, je ne suis pas raciste, j'ai mon ami qui est d'origine haïtienne ou peu importe tout ça. Mais c'est beau parce que depuis ce jour-là, j'avais promis de ne plus revenir. Je suis revenu. Je n'ai pas gardé rancune, mais j'ai senti vraiment un certain malaise parce qu'on se voyait tout le temps. Puis il essayait d'inventer des histoires pour me parler. Puis je n'ai pas gardé vraiment un mauvais goût à la bouche de ça parce que j'ai tiré des leçons justement positives. Je n'ai pas regretté de ne pas en avoir fait tout un plan. Je n'ai pas regretté non plus d'avoir revendiqué mes droits. Et je me dis, pour conclure, que la Bible nous parle du racisme, même si le mot racisme n'est pas présenté. Il y a une partie dans Cantique des Cantiques qui va dire « Je suis noire, mais je suis belle ». Pour moi, c'est un peu péjoratif si on le prend vraiment avec le « mais ». On ne va pas trop en parler, mais déjà, quand on voit pas mal d'histoires, pas mal de pas micro-agressions, mais justement de choc culturel. Jésus qui rencontre la femme samaritaine. Comment toi qui es juif,
Tu me demandes à moi qui suis samaritaine. Les Juifs, les zénélistes, les gentils, tous, ils se chamaillaient tout le temps. Mais quand on voit le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, les disciples n'ont pas parlé leur langue. Ils ont parlé les langues de tous les gens qui étaient là. C'est un peu comme l'expo des années 50 et tout. Puis justement, ça fait penser que l'Évangile est rassembleur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme dans l'Église, mais il y en a partout, mais au moins, on a ce regard. Et moi, une des raisons pour lesquelles on voulait vraiment avoir ce temps avec les témoignages qu'on a eus, c'est surtout pour parler vraiment de ces enjeux-là en tant que chrétien. Et on veut lancer un message. Et je termine en disant justement que Paul, dans un des livres, une des lettres qu'il va écrire, il va dire que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Il va dire ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mais Paul aussi, dans une autre lettre, il s'adresse à un de ses amis qui était un possesseur d'esclaves. C'est la lettre à Philémon. Puis l'esclave s'appelait Onésime. Et Onésime, il s'est enfui chez son maître, il devient chrétien. Paul essaie de réconcilier Onésime et Philémon. Et il va lui dire, traite-le plus comme un esclave, traite-le comme un frère. Et si on regarde toute l'histoire de nous les Noirs, nous les Haïtiens, les Africains, peu importe de où l'on vient, quand on voit le racisme, on voit aussi les racines esclavagistes. Il y a encore ça ici, on le voit. Puis quand j'étais en Haïti, justement, je voyais aussi des gens qui venaient nous aider, surtout pendant le tremblement de terre, des missionnaires et tout, mais je voyais vraiment ce côté majorant, minorant. Mais tu sais, je pense que Dieu veut briser ces barrières-là. Et c'est pour ça que Paul va dire qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, mais on est tous en Christ. Donc, peut-être que toi qui écoutes, tu es peut-être blanc, noir ou peu importe, et tu as peut-être une autre perspective du racisme, mais il faut qu'on en parle, il faut que ces choses soient traitées. Et justement, la Bible en parle. Dieu va dire que dans le psaume 89, la Bible nous dit que la justice et le droit sont la base de son trône. Dieu est un Dieu de justice et on n'a pas à se faire justice soi-même. C'est le temps vraiment d'informer, d'éduquer et surtout de connaître ce qu'est le racisme et de pouvoir trouver une solution.